La vérité s'habille parfois d'une élégance trompeuse. Dans un monde où la richesse attire les ombres et où la vulnérabilité de l'âge est perçue comme une invitation, l'histoire de Madame Éléonore de Montfleur révèle qu'une âme ancienne peut dissimuler une volonté de fer. La cible est son domaine isolé, un trésor convoité par des voleurs professionnels. La proie, un joyau inestimable. Mais les prédateurs ont commis une erreur fatale. Sous l'apparence de la fragilité, Éléonore a tissé un réseau de loyauté féroce. Elle ne possède pas de gardes humains, mais 10 bêtes puissantes, chacune un rempart vivant, retenues dans leur cage par un simple verrou. Préparez-vous à une immersion glaciale dans le calcul cynique de la cupidité, le courage insoupçonné d'une femme et la fureur primitive des instincts. C'est le récit d'un affrontement où l'argent s'oppose à la loyauté, et où la civilisation s'effondre devant la loi de la meute-point avant de plonger dans cette histoire fascinante où la richesse rencontre la fureur. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'instinct de survie est plus fort que toute sécurité artificielle? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le domaine des murmures portait bien son nom. Niché dans la campagne provençale, loin des routes et des regards indiscrets, ce manoir du XVIIIe siècle, aux pierres blondes et aux volets lavande, était entouré d'un parc immense, ombragé par des cyprès centenaires qui bruissaient de secrets. La propriété était l'incarnation d'une richesse séculaire et discrète, mais aussi d'un isolement qui, pour certains, criait la vulnérabilité. C'était précisément cette dualité que recherchaient les hommes qui approchaient dans la nuit sans lune. Madame Éléonore de Montfleur, 83 ans, était l'unique résidente. Petite, le dos légèrement courbé, elle ressemblait à une figure de porcelaine délicate, mais ses yeux gris, clairs et perçants, trahissaient une intelligence redoutable et une indomptable obstination. Éléonore n'était pas seulement riche, elle était une collectionneuse, une protectrice excentrique dont la véritable passion résidait dans le sauvetage d'animaux, en particulier ceux considérés comme ingérables par d'autres. Elle avait perdu son mari et ses enfants dans un accident tragique des décennies auparavant, et avait reporté toute son affection et sa confiance sur les créatures qu'elle seule parvenait à apprivoiser. Son dilemme n'était pas de savoir si elle serait cambriolée, elle savait que le célèbre diamant familial, l'étoile de Séléné, attirait tôt ou tard les convoitises, mais quand? Elle refusait de le vendre ou de le déplacer, par fidélité à sa lignée, et refusait également les gardes humains, qu'elle jugeait inefficaces et peu fiables. Les voleurs étaient menés par Victor, un homme à la réputation glaciale dans le milieu du grand banditisme, connu pour sa méticulosité et son aversion pour la violence inutile, tant que l'objet était récupéré proprement. Son équipe se composait de 3 autres hommes, Marc, le technicien expert en désactivation d'alarme, Léo, l'acrobate silencieux pour l'entrée, et Serge, le muscle et le chauffeur de l'évasion. Leur motivation était simple, l'étoile de Séléné, un diamant rose pur d'une valeur stupéfiante, était la prise d'une vie, le coup parfait qui leur assurerait une retraite dorée. Ils avaient passé 6 mois à étudier les habitudes d'Éléonore, les failles du domaine, et avaient écarté toute présence de gardes armés. Leur plan était d'entrer et de sortir en moins de 10 minutes. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ou qu'ils avaient mal interprété, c'était le système de sécurité d'Éléonore, ces 10 bêtes en cage. Ces cages étaient en réalité 10 grands enclos sophistiqués, entourés d'une haute palissade de bois et situés discrètement derrière l'aile ouest du manoir. Elles abritaient un mélange de chiens de garde massifs et entraînés avec une discipline presque militaire, mais dont la loyauté était absolue envers Éléonore seule. Il y avait d'abord les 4 bergers du Caucase, des mastodontes d'une puissance intimidante. Atlas, le mâle dominant, aux poils gris et aux yeux sombres. Héra, la matriarche, d'une vigilance infaillible. Zéphyr, le plus rapide, une ombre blanche. Et Boréa, le plus agressif, un roc de muscles. Ils étaient les gardiens de la première ligne, mais semblaient paisibles, confinés dans leurs enclos. Ensuite, les 6 chiens de Rhodésie à crête dorsale, des chasseurs africains, réputés pour leur courage face aux lions, rapides et silencieux. Rumba et Quito, le duo de traque. Solo, le spécialiste de l'alerte sonore. Vif et Ombre, le couple inséparable. Et Flèche, la plus jeune, la plus insaisissable. La nuit du cambriolage était fraîche et silencieuse. Marc, le technicien, désactiva les lasers périmétriques, puis le système d'alarme électrique des clôtures extérieures avec une facilité déconcertante. Victor sourit dans l'obscurité. Léo, l'acrobate, se hissa sur le toit pour préparer l'entrée par une fenêtre du 2e étage. La voie semblait libre. À l'intérieur du manoir, Éléonore, qui ne dormait jamais profondément, avait capté le léger clic de la désactivation du système principal, un son qu'elle avait appris à reconnaître. Elle s'extirpa de son lit et se dirigea calmement vers une petite pièce adjacente, sa salle de contrôle personnel. Une lumière tamisée éclairait un panneau d'interrupteurs. Un seul interrupteur se distinguait, discret, sans étiquette, protégé par un couvercle en laiton gravé. Il commandait non pas une alarme sonore, mais les verrous électroniques de ses 10 enclos. Éléonore s'assit, ses mains fines et ridées frôlant la poignée de laiton. De l'extérieur, Léo signalait à Victor que l'entrée était sécurisée.
Les voleurs avançaient dans l'obscurité, confiants. Ils pensaient avoir neutralisé la sécurité passive. Ils ne savaient pas que la véritable sécurité était vivante, retenue par la seule volonté de la vieille dame. Éléonore ferma les yeux, une expression de douleur et de détermination se peignant sur son visage. Elle ne regrettait pas l'argent, mais elle savait qu'en appuyant sur cet interrupteur, elle déclencherait la fureur primitive de ses bêtes, une fureur que, pour la première fois, elle utiliserait comme une arme. Le moment marquant n'était pas l'arrivée des voleurs, mais l'instant où l'instinct brutal était sur le point d'être libéré, point le contact métallique sous la main d'Éléonore fut le signal. Elle abaissa l'interrupteur en laiton, un geste lent et solennel, qui rompit le silence de la nuit avec un clac imperceptible à l'intérieur du manoir, mais qui résonna comme un coup de tonnerre dans le parc. Les 10 verrous électroniques des enclos s'ouvrirent simultanément. Les voleurs, Victor en tête, venaient d'entrer dans le grand hall, leur plan se déroulant à la perfection. La sérénité du lieu les rendait arrogants. C'est alors que le silence fut brisé, non pas par une sirène, mais par une vague sonore qui commença comme un grondement sourd, profond, puis monta en puissance, se transformant en un chœur de hurlements féroces et rauques. Ce n'était pas un simple aboiement, c'était le son de la liberté, un cri primal d'une violence contenue depuis longtemps. Les 4 voleurs se figèrent. Victor, le cynique, avait prévu des chiens de garde, des Doberman ou des bergers allemands, neutralisables par des tranquillisants ou des ultrasons. Mais ces sons, ces grognements semblaient venir de la gorge de loups géants. Le premier conflit fut celui du terrain et de la psychologie. Le domaine des murmures, avec ses massifs de buis complexes, ses fontaines cachées et ses chemins de gravier, devint instantanément un champ de chasse. Atlas, le berger du Caucase dominant, fut le premier à frapper le périmètre du manoir. Sa masse, propulsée par la fureur, frappa la porte-fenêtre par laquelle Léo était censé s'échapper. Le choc fut si violent que le verre vola en éclats, et le métal du cadre se déforma. La simple puissance physique de la bête fit vaciller le plan de Victor. Les voleurs se retrouvèrent immédiatement en état de siège. La meute se scinda, montrant une intelligence tactique étonnante. Les 4 Caucasiens, lourds et intimidants, Atlas, Héra, Zéphyr, Boréa, bloquaient les sorties principales. Les 6 Rhodésiens, Rumba, Quito, Solo, vifs, ombre et flèches, rapides et silencieux, se glissèrent dans les fourrés, coupant les lignes d'évasion et traquant l'odeur humaine. Éléonore, depuis sa salle de contrôle, observait la scène sur un réseau de caméras discrètes. Son dilemme n'était plus de savoir si elle devait agir, mais jusqu'où laisser la fureur se déchaîner. Elle voyait la peur grandissante sur les visages de ses agresseurs. Elle ne voulait pas la mort, mais elle voulait une punition brutale et mémorable. Le moment de tension culmina lorsque Marc, le technicien, tenta une diversion. Il lança un sachet de viande dopée au tranquillisant près du nez, espérant attirer l'un des chiens. C'est Solo, le Rhodésien spécialiste de l'alerte, qui s'approcha. Mais au lieu de manger, Solo poussa un hurlement aigu, avertissant ses frères. Ce petit progrès, la non-coopération de la bête, démontra aux voleurs qu'ils avaient affaire à des animaux d'une loyauté et d'un entraînement exceptionnel, ne répondant à aucun réflexe conditionné standard. La scène de connexion émotionnelle la plus forte se déroula cependant du côté de la meute. Héra, la matriarche caucasienne, parvint à corner Serge, le muscle de l'équipe, près de la roseraie. Serge, terrifié par la masse imposante de l'animal, brandit un pied de biche qu'il utilisait pour forcer les coffres. Héra, au lieu d'attaquer immédiatement, le maintint à distance, les crocs découverts, le fixant sans cligner des yeux. Elle n'attendait pas l'ordre, elle attendait l'épuisement ou la soumission de l'homme, exécutant le protocole d'interception d'Éléonore, sans verser de sang inutile. Serge, écrasé par la pression et la puissance immobile de la chienne, commença à trembler, sa bravoure s'évanouissant devant la force primitive. Pendant ce temps, Victor réalisa que leur échec n'était pas technique, mais biologique. Il utilisa sa radio pour rappeler Léo du toit, mais Quito et Rumba, les Rhodésiens, avaient déjà trouvé Léo. Ils ne l'attaquèrent pas, ils le cernèrent, ses mouvements étaient limités par leur corps athlétique. Léo se retrouva dans l'ombre, pressé contre un mur froid, incapable de bouger sans risquer une morsure. Les voleurs, dispersés et coupés de leur voie d'évasion, comprirent la brutalité de la situation. Ils n'étaient pas les chasseurs, mais le gibier, et leur seule chance de survie résidait dans l'abandon immédiat. Le manque d'eau et la fatigue ne les atteignaient pas encore, mais la peur, elle, faisait son œuvre, rongeant leur confiance plus vite que la soif. Les grognements incessants des Caucasiens et le mouvement silencieux des Rhodésiens créaient une atmosphère de tension insoutenable. Face à la déroute de ces hommes, Victor, le cerveau du cambriolage, réalisa que la confrontation physique était une voie sans issue. Les chiens n'étaient pas des bêtes sauvages. Ils étaient entraînés à la dissuasion non létale, mais leur férocité, même contenue, était insurmontable. Victor, l'homme qui mettait sa fierté dans le contrôle, fut contraint à une transformation.
il devait passer de prédateur à stratège de la fuite, utilisant la ruse plutôt que la force. L'impact des décisions prises par les voleurs fut immédiat. Victor laissa tomber le lourd sac contenant ses outils de piratage sophistiqués, le symbole de sa confiance en la technologie. Il ne garda que son couteau et un petit émetteur radio. Ce geste, abandonner ses instruments de précision, marquait le début de sa descente dans le registre de l'instinct. Il donna l'ordre à ses hommes par radio, un murmure paniqué. « Dispersez-vous, abandonnez le matériel, trouvez une cachette où l'odeur ne les suivra pas. » L'espace de quelques secondes, le domaine des murmures devint un terrain de jeu chaotique. Marc, le technicien, essaya de s'échapper par un petit pont de pierre au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le parcours de transformation d'Éléonore se manifesta. Elle avait toujours maintenu la distance avec le monde extérieur, préférant la compagnie animale. Mais en voyant Marc tenter de s'enfuir par le ruisseau, elle réalisa qu'elle devait agir pour préserver l'intégrité de ses bêtes. Elle utilisa le haut-parleur dissimulé dans le parc, sa voix, habituellement douce, résonnant, amplifiée et glaciale. « Si vous entrez dans l'eau, vous réveillerez ce qui dort au fond. Ce n'est pas ma meute que vous craindrez. » Marc, déjà paniqué, fit demi-tour, craignant une nouvelle menace biologique. Éléonore, sans jamais quitter sa salle de contrôle, avait réussi à semer la confusion en exploitant les peurs humaines les plus profondes. Elle utilisait le parc lui-même comme une arme. Les chiens, quant à eux, ne se dispersèrent pas vif et ombre. Les Rhodésiens inséparables suivirent Marc à travers la roseraie, le poussant vers le centre du parc, loin des murs d'enceinte. Leur méthode n'était pas l'attaque, mais le harcèlement continu, montrant comment ils surmontaient les obstacles externes et internes avec une discipline parfaite. Le moment de dépassement de soi de Victor survint alors qu'il était acculé derrière une statue de marbre. Il sortit son couteau, prêt à l'ultime confrontation. C'est à ce moment-là que l'une des bêtes, Flèche, la plus jeune des Rhodésiens, fit un geste symbolique et provocateur. Au lieu de mordre ou d'aboyer, elle se contenta de traîner à ses pieds un objet qu'elle avait trouvé, la sacoche de Marc, pleine de fils et d'outils, qu'elle déposa ostensiblement juste devant lui. C'était une démonstration de domination et de mépris, signifiant que la technologie humaine était inutile face à l'instinct. Victor comprit l'humiliation et, dans un geste de pure capitulation, jeta son couteau loin de lui. La transformation était complète. Le voleur expérimenté se réduisait à un homme traqué. Éléonore, observant tout cela, ressentit une vague de triomphe amer. Elle n'avait pas seulement protégé l'étoile de Séléné, elle avait prouvé la suprématie de la loyauté animale sur la sophistication humaine. Le dernier geste symbolique, celui qui transforma la chasse en traque implacable, se produisit dans les dépendances abandonnées. Léo et Serge, rejoints par Marc, s'étaient réfugiés dans une ancienne orangerie, espérant que les dalles de pierre masqueraient leur odeur. Les chiens les encerclèrent. Mais Atlas, le berger du Caucase, ne s'intéressa pas aux hommes. Il se dirigea vers un vieux râtelier, renifla intensément et, d'un coup de museau puissant, dévoila un t-shirt en coton noir, manifestement utilisé par les voleurs pour se camoufler. Le tissu portait l'odeur de sueur et d'essence. Ce t-shirt était la preuve de l'intention criminelle et il fut ramené à Éléonore par Iris, la chienne sage. La découverte renforça la conviction de la vieille dame. Ces hommes n'étaient pas des amateurs, mais des menaces organisées. Désormais, la meute ne se contenterait plus de les encercler. Il les pourchasserait jusqu'à la soumission totale, transformant leur retraite en une débandade honteuse. La patience d'Éléonore était épuisée, et elle donna l'ordre, via son sifflet électronique à haute fréquence, de les pousser hors du domaine, directement vers les autorités qu'elle venait d'alerter discrètement. Le chaos dans l'orangerie marqua l'accélération du drame. L'ordre muet d'Éléonore, chassé, mais sans tuer, obligea les chiens à une démonstration de force terrifiante et calculée. Atlas, ayant localisé les trois hommes regroupés, Léo, Serge et Marc, poussa un rugissement si puissant qu'il fit vibrer les vitres de la serre. Ce n'était pas un simple aboiement, mais la mise en garde d'un prédateur dominant, signifiant que la patience était à bout. L'événement de haute tension qui mit tout en péril fut la tentative désespérée de Serge. Acculé et humilié, il fit preuve d'une impulsivité fatale. Il se jeta sur Héra, la matriarche caucasienne, brandissant un morceau de tuyau rouillé trouvé dans l'orangerie. Il ne cherchait pas à fuir, mais à abattre. Ce geste brisa le protocole de dissuasion et déclencha une fureur que même Éléonore n'avait pas complètement prévue. Héra, dans un éclair de vitesse improbable pour sa taille, esquiva l'arme. Serge, dans sa ferveur, perdit l'équilibre et tomba sur un monticule de terre. C'est alors que Zéphyr, le plus agile des Caucasiens, et Flèche, le Rhodésien le plus rapide, se jetèrent sur lui. Ils ne le mordirent pas mortellement, mais le clouèrent au sol avec une précision chirurgicale, l'un sur le bras tenant l'arme, l'autre sur la jambe, immobilisant l'homme par la peur et la douleur. Les cris de Serge, déchirant le silence de la nuit provençale, furent le son du climax.
Victor, observant cette scène de l'ombre des grands arbres, comprit que sa vie et celle de ses hommes ne tenaient qu'à la retenue des bêtes. Il réalisa que les chiens n'étaient pas les seuls gardiens. Il y avait une intelligence supérieure qui commandait ce carnage contenu. C'est alors qu'il se souvint d'une vieille légende locale concernant le domaine des murmures, un murmure qu'il avait ignoré, une crypte oubliée datant de l'époque des Templiers, accessible uniquement par un puits de service dissimulé dans la vieille chapelle. Si l'étoile de Séléné n'était pas dans le coffre principal, peut-être était-elle là. Victor comprit que sa seule chance de sauver la mission et peut-être sa vie, en offrant une rançon par le joyau, était de tenter l'impossible. Il abandonna ses hommes à leur sort et se glissa vers la chapelle. Il fut immédiatement détecté par Rumba et Quito, les traqueurs rhodésiens. La confrontation fut un balai de patience. Les chiens ne l'attaquèrent pas directement, mais utilisèrent leur vitesse pour le couper de toute voie d'évasion, le poussant vers le puits de service. Le puits était profond et étroit. Victor, désespéré, se laissa glisser à l'intérieur, échappant au croc de Rumba d'un cheveu. Il atterrit dans la boue d'une petite chambre de pierre, découvrant, à la lueur de sa lampe de poche, un petit coffret de fer posé sur un autel de pierre, l'endroit exact où l'étoile de Séléné devait être cachée. Mais au moment où il tendit la main, le véritable événement qui mit en péril sa survie se produisit. L'instinct de Solo, le rhodésien spécialiste de l'alerte, fut plus rapide que la peur. Solo ne pouvait pas descendre, mais il se mit à gratter frénétiquement le bord du puits, arrachant un morceau de pierre. Sous la pierre, Victor aperçut une petite boîte métallique. Il l'ouvrit et y trouva non pas un trésor, mais le carnet personnel d'Éléonore. Ce carnet n'était pas un journal, mais le testament de sa vie, rempli de notes sur l'entraînement et les protocoles de ses chiens. À la dernière page, à la place d'une signature ou d'une recette, il y avait un croquis simple de la crypte et de l'autel, avec une note manuscrite. Si l'homme est assez avide pour descendre ici, il mérite de trouver la vérité. Le coffret de fer était là, mais il était piégé par une ficelle reliée à un fil de déclenchement. Victor comprit. Éléonore ne protégeait pas seulement son trésor, elle testait l'âme de ses agresseurs. Le coffret contenait le diamant, mais le soulever déclencherait une alarme silencieuse directement reliée à la police, et, bien plus effrayant, libérerait les chiens d'eau portugais qu'elle gardait dans les dépendances, entraînés pour la traque aquatique et confinés à cet étage inférieur. Ce carnet d'entraînement, découvert dans le moment de tension maximale, fut la preuve ultime de la force du lien entre la dame, ses bêtes et sa stratégie. Il révélait non seulement le piège, mais l'intelligence glaciale d'Éléonore. Victor, le stratège cynique, comprit qu'il était vaincu non par la force, mais par la ruse et la loyauté. Il laissa le coffret, le carnet à la main, et commença sa remontée difficile, transformé de cambrioleur audacieux en homme brisé par la sagacité d'une vieille dame et de ses 10 gardiens fidèles. L'échec de Victor dans la crypte scella le destin des voleurs. Émergeant du puits boueux, le carnet d'Éléonore à la main, il se retrouva face à Rumba et Quito qui l'attendaient patiemment. Il n'y eut pas de violence, juste un échange muet de soumission et de domination. Victor leva les mains, vaincu par une stratégie qui dépassait son entendement. Les autres, Marc, Serge et Léo, étaient déjà cernés, épuisés et contusionnés, mais vivants, retenus par la force intimidante et non létale des bergers du Caucase et des Rhodésiens. L'arrivée des gendarmes, alertés par l'alarme silencieuse qu'Éléonore avait finalement déclenchée une fois que les voleurs furent immobilisés, fut l'anticlimax. Ils découvrirent une scène surréaliste. 4 hommes de main professionnels, ligotés par la peur et des cordes trouvées dans les dépendances, et 10 chiens massifs, assis en demi-cercle, fixant leur proie avec une vigilance calme. Le seul dommage matériel au manoir était la porte-fenêtre brisée et les empreintes de boue. Le diamant, l'étoile de Séléné, reposaient intacts, et la sécurité biologique d'Éléonore avait prouvé sa suprématie sur toute la technologie qu'ils avaient réussi à contourner. La révélation dans le village voisin fut l'impact de l'événement sur la communauté. Au lieu de se montrer triomphante, Madame Éléonore insista auprès des gendarmes pour que les voleurs soient traduits en justice, mais elle refusa catégoriquement toute compensation financière pour les dégâts. Son seul désir était de prouver un point. Le procureur, stupéfait par l'histoire du carnet dans la crypte, reconnut la stratégie d'une intelligence rare. La presse locale, d'abord sceptique, se passionna pour l'histoire des 10 gardiens de Montfleur. L'impact sur Madame Éléonore fut le plus profond. Le manoir était un lieu de deuil et d'isolement. Cet événement, bien que violent, la força à se reconnecter au monde. L'onde de choc de son histoire la rendit célèbre non pour sa richesse, mais pour son courage et sa confiance inébranlable en la loyauté animale. Elle réalisa que l'amour inconditionnel de ses chiens n'était pas seulement une consolation, mais une force active et puissante. Son retour à la vie fut marqué par l'ouverture de son domaine une fois par an pour accueillir des journées de sensibilisation à l'adoption de chiens de refuge, utilisant ses propres bêtes comme ambassadeurs de la loyauté. La conclusion de l'histoire des voleurs fut tout aussi révélatrice. Victor, en prison, écrivit une lettre à Éléonore, non pas d'excuses,
mais d'admiration forcée, reconnaissant que sa plus grande erreur avait été de sous-estimer le cœur humain et le lien entre l'homme et l'animal. Il affirma qu'il avait appris plus sur la survie et la stratégie dans cette seule nuit que durant toute sa carrière criminelle. L'étoile de Séléné resta dans la crypte, Éléonore ne ressentant plus le besoin de le brandir ou de le protéger. Son vrai trésor était le lien indestructible avec ses 10 bêtes. L'histoire du domaine des murmures devint une légende moderne, le lieu où l'argent et le cynisme ont été vaincus par la ferveur inconditionnelle. Elle renforçait le message central. La plus grande sécurité, le plus grand courage, ne se trouve pas dans le métal et la technologie, mais dans le tissu de la loyauté et de l'instinct. Éléonore, la dame fragile, était devenue, grâce à ses 10 bêtes en cage, un symbole de résistance et de sagesse. Si cette histoire de sacrifice, de ruse et de loyauté animale vous a touché ou fait réfléchir sur ce qui constitue la véritable force, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie, entre la sagesse tactique d'Éléonore et la fureur calculée des 10 chiens, vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.